Merci Frédéric pour rappeler l'importance de l'Europe et le fait d'avoir une vision différente de celle qui vient d'outre-Atlantique. Je pense que c'est vraiment un sujet qui n'est pas le mien ce soir, mais la révolution commence et l'opportunité pour nous, c'est celle-là et c'est pas autre chose. C'est-à-dire que c'est de penser la modernité différemment et de la faire certainement plus inclusive. Et sur ce terrain-là, il n'y a pas grand-chose. Je crois que la réflexion, elle est encore, déjà à l'égard des startups et de tout ce monde, elle est très évanescente, mais elle l'est plus encore dans le monde de l'ESS, l'entreprise sociale et solidaire numérique, le SSN. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est des observations que j'ai faites sur plusieurs plans. Au sein de la Commission européenne, on s'est mis à parler d'un sujet que tu connais bien, qui est celui des réfugiés. Et c'est un sujet qui est un sujet dramatique à l'échelle de l'Europe parce que les pays ne veulent pas accueillir de réfugiés. Vous savez que tous sont très en deçà du quota qui leur a été attribué par la Commission européenne. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas d'initiatives de type Simplon dans toute l'Europe et que ces initiatives étaient remarquables parce que les chiffres étaient très bons. C'est-à-dire que le taux de retour à l'emploi des gens qui sont formés au numérique et en particulier des réfugiés qui sont formés au numérique est tout à fait extraordinaire. C'est voilà, des films américains de ce point de vue-là. Et la volonté que je coporte à la Commission européenne, c'est d'essayer de faire émerger une sorte de fonds qui aiderait des gens comme Simplon à finalement développer cette logique de formation au numérique parce qu'on aurait un regard très très différent sur les réfugiés. Je le dis juste, il faut savoir que les réfugiés sont généralement beaucoup plus qualifiés que la moyenne des compétences européennes. Les gens qui arrivent, c'est des gens qui sont plutôt au-dessus. Voilà, donc je me suis dit, mais en fait, on peut renverser les problématiques, des choses qui sont des gros problèmes deviennent des choses qui deviennent extrêmement appétissantes. Et j'ai été confronté à un autre enjeu qui s'appelle la Grande Muraille Verte. C'est l'idée de construire une barrière climatique qui va de Dakar, en gros, jusqu'à Djibouti, qui traverse 7600 km en Afrique. C'est un projet qui a maintenant presque 30 ans et qui permettrait d'isoler toute la partie sud de cette barrière, de la désertification, de l'érosion, etc., etc. Projet qui est essentiel pour nous, Européens, pas seulement parce que permettrait d'éviter que 110 millions de personnes se mettent à bouger vers le nord lorsque leurs conditions de vie, en raison du réchauffement climatique, deviendront insupportables. Et ce projet est un projet, passez-moi l'expression, qui emmerde tout le monde. Parce que c'est beaucoup d'argent, c'est 20 milliards d'euros pour financer ça. On ne sait pas si ça va marcher, les gouvernements sont faibles dans ces pays-là. Et puis, j'ai organisé des réunions où j'ai mis des grands acteurs d'impact de type l'UNCCD, l'agence qui est en charge de ce projet, des gens de la BAD, des grands organismes comme ça, avec des gens du monde du numérique, ou ce que j'appellerais moi le digital impact, c'est-à-dire le numérique façon Frédéric Barbot. Et je me suis rendu compte d'une chose tout à fait extraordinaire, c'est que la problématique qui était problématique devenait tout d'un coup un élément d'enthousiasme absolument fédérateur. C'est-à-dire que quand vous dites finalement ces enjeux de désertification, la technologie, des drones peuvent planter à très très grande échelle des toutes petites graines qui sont capables de faire un premier substrat, et puis on a des robots qui peuvent aller planter des graines à 60 cm de profondeur en mettant autour le minimum vital pour que la plante commence à s'épanouir. Et puis on est capable avec des drones d'aller vérifier le niveau de développement effectif. Là-dessus, on est capable de faire de la concertation avec les gens qui vivent dans ces territoires pour faire en sorte qu'ils co-construisent finalement ce type d'impact. Et j'étais surpris d'observer que les gens de l'ONU, les gens qui étaient vraiment en charge de ces territoires ne connaissaient pas ces solutions. Et je crois que c'est une vision qui est évidemment excessivement probablement optimiste, mais je pense que le digital, c'est aussi une façon de complètement repenser les problématiques qui, je l'ai dit tout à l'heure, ennuient tout le monde, et de les repenser en matière de la façon dont on fait de l'impact, puis aussi la façon dont on en parle, et de faire en sorte que plutôt que
finalement d'être prisonnière d'enjeux qui sont des enjeux très institutionnels, très lourds, avec une efficacité qui est réduite du fait qu'on est avec des acteurs qui sont para-étatiques, deviennent tout d'un coup extrêmement efficaces, extrêmement puissants. Et donc je crois que pour moi ce qui est important, c'est de faire en sorte que les acteurs du digital impact aient l'occasion de confronter leurs expériences, parce qu'il faut qu'on accélère l'émergence de cette discipline. J'ai vu le monde des startups passer de tout petits individus qui étaient extrêmement isolés les uns des autres à un monde qui est puissant et fédéré. Ça a pris 20 ans au moins. Et je pense qu'on peut faire l'économie de ces 20 ans et aller beaucoup, beaucoup plus vite, à condition de commencer à monter des écoles qui créeraient des disciplines de digital impact, moi c'est comme ça que je l'appelle, et faire en sorte qu'on partage la data sur ces expériences pour finalement arriver à une émergence beaucoup, beaucoup plus forte. Et on peut sans doute changer le monde dans des échelles dont on n'a pas encore idée à l'égard de ces enjeux.